Bonjour, donc dans cette première diapositive, qui résume le chapitre précédent, le chapitre 2, on a pu constater, avec le forage au niveau du dôme C, l'existence de cycles glaciaires qui se sont succédés, avec un refroidissement lent, un réchauffement rapide, un refroidissement lent, un réchauffement rapide, etc. Des cycles environ tous les 100 000 ans. Et ça depuis quasiment 1 million d'années. Donc à partir de ce constat, l'objectif va être de s'intéresser à cette évolution récente pour avoir une idée du climat de demain. Donc on va s'intéresser notamment dans un premier temps aux paramètres orbitaux pour comprendre les modifications que l'on peut constater depuis environ 1 million d'années, alors qu'évidemment il n'y avait aucune activité industrielle, il y a 800 000 ans, et pourtant il y a bel et bien des variations de la quantité de CO2 et notamment de la température. Donc dans cette expérience qu'on peut réaliser en classe, on éclaire une map monde avec un laser, on mesure l'angle d'incidence entre le rayon et la Terre, et puis on mesure la surface éclairée. Donc par exemple, si on prend un angle entre le rayon et le globe de 90 degrés, la superficie qui est enregistrée est de 10,1 cm². On peut faire ça simplement en prenant du papier millimétré. Donc l'énergie reçue à ce moment-là, puisqu'on prend un laser qui va émettre 100 watts par cm², comme ici la superficie est de 10,1, l'énergie reçue est de 99,8 watts par cm². Si on fait la même chose, mais qu'on éclaire non pas au niveau de l'équateur, mais à une latitude plus élevée, on constate que l'angle, ici évidemment n'est plus de 90, mais de 33,4 degrés, la superficie éclairée est plus grande, 47,8 alors qu'elle était de 10,1 tout à l'heure, et donc l'énergie ramenée au centimètre est de 24,4. Donc en résumé, plus l'angle d'incidence des rayons lumineux est faible, plus la surface éclairée est grande, et donc plus l'énergie qui est reçue dans 1 cm² va être petite. Donc évidemment, plus on va vers des latitudes élevées, que ce soit au pôle sud ou au pôle nord, plus il va y faire froid. Voilà un premier rappel. Et finalement, cette inégale répartition de l'énergie, elle a une unique origine, mais tout simplement le fait que la Terre soit sphérique. Si la Terre était plate, imaginez la même chose mais avec un planisphère, la quantité d'énergie qui arriverait en n'importe quel point, que ce soit au niveau de l'équateur ou au niveau d'une latitude plus élevée, serait la même. Donc c'est avec l'existence d'une Terre sphérique qu'il existe cette inégale répartition. Deuxième rappel, donc la Terre exerce une révolution autour du Soleil en 365 jours. Donc selon un plan, on va imaginer que ce plan, c'est cette ligne droite ici, donc ce plan, on l'appelle le plan de l'écliptique. Seulement, si je trace une perpendiculaire au plan, on voit qu'il existe un axe de rotation qui justement n'est pas perpendiculaire à ce plan de l'écliptique. Si c'était le cas, si l'axe de rotation de la Terre était perpendiculaire au plan de l'écliptique, la durée des jours et la durée des nuits seraient la même tous les jours et à n'importe quel endroit de la planète. Alors ça arrive 2 fois dans l'année, au moment de ce qu'on appelle un équinoxe. Comme cet axe est donc oblique, vous avez l'angle ici, vous avez des variations au cours de l'année de la durée des jours et des nuits. Et c'est ça qui est à l'origine des saisons. Donc, pour faire simple, au 21 juin, donc le jour du solstice d'été, vous voyez que l'axe de rotation de la Terre est dirigé vers le Soleil et au contraire il s'en éloigne le solstice d'hiver. Donc c'est un moyen tout simple de savoir si on est en hiver ou en été. Alors ce qui suit, ce qu'on appelle la théorie astronomique des climats, est basé sur des travaux d'un mathématicien serbe du nom de Milanković, on est dans les années 40, qui en fait va mettre en évidence le fait que la position de la Terre sur son orbite change.
et donc que cela pourrait induire des variations climatiques majeures sans que l'homme intervienne. Premier des 3 paramètres de Milankovitch, donc l'obliquité. Alors de quoi il s'agit? On a vu qu'il y avait un axe de rotation de la Terre par rapport au point de l'écliptique. Aujourd'hui, cet axe, il est de 23,5 degrés. Il y a 11 000 ans, il était un peu plus élevé, 24,5. Qu'est-ce que ça change? Si on est au nord, dans l'hémisphère nord, vous avez les rayons du soleil qui arrivent de manière plus rasante. Donc l'angle d'incidence va être plus petit, la surface éclairée va donc être plus grande. On a vu au départ que si la surface éclairée est plus grande, il va y faire plus froid. Là au contraire, l'angle d'incidence va être plus fort en été, donc la surface éclairée sera plus petite, il y fera plus chaud. Il y a 31 000 ans, et ce sera la même chose dans 12 000 ans, l'angle d'incidence sera de 21,5, l'angle de rotation sera de 21,5 degrés. Donc il existe des variations de cet angle, donc qui correspondent à l'obliquité d'une manière régulière. Deuxième paramètre, ce sont le plus à comprendre, l'excentricité. Donc on sait que la Terre exerce une révolution autour du Soleil. Donc aujourd'hui, elle le fait avec une excentricité en gros de 0,06, c'est-à-dire que c'est presque un cercle. Tout simplement, cette excentricité varie. C'est-à-dire que la rotation de la Terre, des fois elle va faire un cercle, et des fois elle va faire quelque chose qui va être beaucoup plus ovale. Donc la Terre va plus ou moins loin du Soleil. Évidemment, si elle s'éloigne du Soleil, la quantité d'énergie est moindre, ce qui change le climat. Dernier paramètre de Milankovitch, l'axe de rotation de la Terre. Alors il est incliné, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que la direction de l'inclinaison, elle change au cours du temps. C'est ce qu'on appelle la précession de l'équinoxe. Je m'explique, ça c'est la situation actuelle. On pourrait imaginer que dans l'hémisphère nord, si on est en été, c'est parce qu'on est au plus proche du Soleil. En fait, c'est pas le cas. C'est la période où on est le plus éloigné par rapport au solstice d'hiver. Si on est en été, c'est tout simplement parce que l'axe de rotation de la Terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est dirigé vers le Soleil, alors que là, elle s'en éloigne. Il y a 11 000 ans, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le 21 juin, l'axe de rotation de la Terre était à l'opposé du Soleil, donc on était en hiver. Et en plus, c'était une période où on était extrêmement éloigné du Soleil. Donc il y faisait beaucoup plus froid, et de la même manière, beaucoup plus chaud en été. Donc il est évident que ces 3 paramètres orbitaux que je vous ai décrits, l'excentricité, l'inclinaison et la précession des équinoxes, ces 3 paramètres sont à combiner et varient en même temps. Donc, alors selon des périodes bien précises, de 23 000 ans pour la précession, de 41 000 pour l'inclinaison, les chiffres sont pas à retenir, et avec une excentricité de 100 000 et de 400 000 ans pour l'excentricité. Donc on comprend bien que être plus ou moins éloigné du Soleil, par exemple, va avoir un effet sur l'effet de serre et donc sur les températures. Donc cette animation justement vous permet de voir la combinaison des 3 paramètres avec une excentricité, donc on s'éloigne de plus en plus du Soleil. Donc sur un cycle de 100 000 ans, une précession. Donc là en fait vous imaginez un petit peu comme une toupie l'axe de rotation de la Terre, et puis l'obliquité, c'est-à-dire cet axe qui est plus ou moins important. On a donc pris en compte l'ensemble de ces paramètres et on s'est amusé à faire le calcul suivant, à mesurer la quantité d'énergie qui arrive en un point donné, en l'occurrence 65 degrés de latitude nord, un jour donné, en l'occurrence le jour du solstice d'été, depuis 900 000 années. Donc vous voyez un petit peu le travail, et on a mis ça en parallèle avec le volume des glaces, que l'on connaît également depuis 1 million d'années, grâce par exemple à l'étude des foraminifères ou du delta 18 des glaces. Et on constate le lien entre les deux, évidemment. Donc on montre que ces paramètres orbitaux, c'est pas juste une vue de l'esprit, mais quelque chose qui intervient vraiment sur le volume des glaces. Par contre,
ce ne sont pas des paramètres qui suffisent à expliquer l'ampleur des variations de température. Donc elles existent, mais elles ne sont pas suffisantes pour expliquer l'ensemble des variations. Dans l'objectif 2, donc, il s'agit de comprendre l'influence de la température sur les échanges du dioxyde de carbone entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Donc ces échanges sont normalement équilibrés, de l'ordre de 90 gigatonnes par an. Et donc on estime qu'il y a autant de carbone qui passe de l'air dans l'eau que de carbone qui passe de l'eau dans l'air. Alors c'est issu d'une expérience faite avec un système Hexao, donc on prend de l'eau, on rajoute du CO2 par exemple en soufflant, pour être sûr qu'il y ait une quantité de CO2 donnée dans l'eau, et on chauffe le système. On mesure donc la température pour vérifier qu'il y a bien augmentation de la température, et on y met une sonde à CO2. Donc vous avez ici l'augmentation de température qui est mesurée, et en parallèle, on constate que la quantité de CO2 dans l'eau diminue. Alors en parallèle, on peut mettre une sonde à CO2 dans l'air, et on constate en fait que le CO2 dans l'eau qui diminue tout simplement parce qu'il passe dans l'air. Donc lorsque la température augmente, en fait ça provoque la chose suivante, le CO2 qui est dans l'eau a tendance à passer dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans une période de réchauffement, donc le CO2 qui est dans l'eau a tendance à passer dans l'air. Comme on sait que le CO2 est un gaz à effet de serre, mais vous avez un phénomène qui s'amplifie avec à nouveau un réchauffement. Donc il y a quelque chose qui s'emballe dans ce système, à savoir que si vous créez une légère augmentation d'insolation, vous créez une augmentation de température qui fait sortir le CO2 de l'eau pour aller dans l'air, donc qui augmente l'effet de serre, qui lui-même augmente la température. Et à l'inverse, on constate que si vous avez une baisse de température, là au contraire, le CO2 qui est dans l'air a tendance à passer dans l'eau, donc vous diminuez la quantité de CO2 dans l'air, vous diminuez l'effet de serre, vous diminuez la température. On a donc un effet amplificateur. Il suffit finalement d'avoir une petite augmentation d'insolation pour engendrer une augmentation de température importante, grâce simplement à ces échanges de CO2 entre l'air et l'eau. Deuxième et dernier mécanisme amplificateur, c'est l'objectif 3, comprendre comment l'albédo peut amplifier des modifications climatiques à l'échelle de la planète. Donc l'albédo, en fait, c'est la capacité d'un corps à renvoyer une partie du rayonnement. L'albédo, c'est donc un rapport entre le rayonnement qui est réfléchi par une surface par rapport à ce qu'il a reçu. Par exemple, l'océan, l'albédo est de 0,07, c'est-à-dire que l'océan renvoie 7% simplement de ce qu'il a reçu. Donc ça veut dire que l'océan absorbe une grande quantité d'énergie. Par contre, la neige, la glace, l'albédo est de 0,80. Donc la neige réfléchit 80% de ce qu'elle a absorbé. On s'en rend bien compte, vous avez besoin de lunettes de soleil si vous vous baladez sur de la neige, alors que vous n'en avez pas besoin lorsque vous êtes dans la nature avec de la végétation qui n'a un albédo que de 0,15. Donc on imagine la situation suivante, on a une légère augmentation d'insolation, du coup vous avez une fonte des glaces. Si vous avez une fonte des glaces, l'albédo moyen de la surface terrestre va diminuer. Si l'albédo diminue, la surface terrestre va absorber davantage d'énergie qu'auparavant. Donc si elle absorbe davantage d'énergie, l'effet de serre va augmenter. Donc on a un deuxième effet amplificateur.